Bonjour à tous, ici Hugo de la chaîne Internastre. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous préciser que ça y est, j'ai un micro-cravate parce qu'on m'avait dit en live, parce que oui, je fais des lives un vendredi toutes les 2 semaines. Moi j'adore ça parce que bon, ça nous permet d'interagir avec les abonnés. Et donc du coup, on m'a dit aussi sur les vidéos que j'avais un mauvais son et donc je me suis procuré un micro-cravate. Donc j'espère que vous aimez mieux ce son. Et donc du coup, je vous laisse voter si vous préférez maintenant ou avant. Voilà. Ah, et aussi, il y a quelques semaines, j'ai fait la rencontre d'un youtubeur d'astronomie qui a environ 150 abonnés et qui se nomme Mixis. Donc je vous mets sa chaîne ici dans les fiches et aussi vous pouvez la retrouver donc du coup dans la description. Et donc c'est un youtubeur d'astronomie super bon et franchement il mérite beaucoup plus d'abonnés. Il fait environ une vidéo tous les jours, hein, une mini vidéo astronomie pour répondre à une question qu'il a dans les commentaires. Puis le dimanche il fait une grosse vidéo. Donc voilà. Donc allez vous abonner à lui, franchement il fait du bon taf. Donc c'est parti, allez vous abonner à Mixis. Et je ferai certainement une collab avec lui. Bon, maintenant commençons la vidéo. La dernière fois, nous avons parlé des satellites naturels de Saturne, et bien aujourd'hui, nous allons parler des lunes d'Uranus. Bon, maintenant, vous avez l'habitude que si une planète possède trop de lunes, je ne parle que de 4 d'entre elles dans une vidéo. Et bien, c'est également le cas pour Uranus. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Titania, Umbriel, Ariel et Miranda. Tout d'abord, commençons avec la première lune de cette vidéo, j'ai nommé Titania. Du haut de ses 1500 km de diamètre, Titania est la plus grande lune d'Uranus. Et celle-ci orbite à une distance de 430 000 km d'Uranus à l'apogée. Analogiquement aux autres lunes d'Uranus, Titania se serait formée à partir du disque d'accrétion d'Uranus. Mais bon, qu'est-ce qu'un disque d'accrétion? En fait, un disque d'accrétion, c'est un disque de matière et de gaz orbitant autour d'une planète. Et c'est donc le cas pour Jupiter, Saturne et même la Terre au moment de la formation de la Lune. Mais bon, on en parlera dans une prochaine vidéo. On pense notamment que Titania aurait pu être auparavant chaude et liquide, et qu'après un refroidissement de sa surface, ce liquide se serait solidifié en glace, ce qui a conduit à la formation de fissures à la surface de l'astre. Si vous regardez l'orbite d'Uranus, vous ne verrez pas qu'elle tourne, mais qu'elle roule. Et bien ça, c'est à cause de son plan d'orbite qui est incliné très fortement. Et bien c'est le cas aussi pour Titania. De ce fait, le pôle nord et le pôle sud de Titania sont éclairés par le soleil durant 42 ans. Et puis vous vous doutez qu'après ces 42 ans d'éclairage continu, il y a 42 ans de nuit totale. Oui, ça fait quand même long. Niveau surface, on peut trouver sur cette lune des rifts, des impacts avec des astéroïdes et des vallées. Également, la surface de Titania n'est pas très cratérisée. Et donc on en conclut que c'est une lune très jeune. Bon, maintenant passons à la deuxième lune uranienne de cette vidéo, j'ai nommé Miranda. Tout d'abord, son diamètre est de 470 km et sa distance avec Uranus est de 130 000 km à l'apoapside. Tout d'abord, quand on regarde Miranda, on remarque que ses impressionnants reliefs. Eh bien, ce sont ce qu'on appelle des couronnes. Leur diamètre dépasse largement les 200 km. Ces couronnes, ainsi que son inclinaison particulière, laissent penser qu'auparavant, elle aurait eu un passé où l'attraction gravitationnelle exerçait des forces de marée et ce qui aurait provoqué une déformation de son manteau. Également, la densité de Miranda indique qu'il y aurait de l'eau dans ses couches souterraines. Donc peut-être de la vie sur Miranda? Par contre, il y a une chose que l'on peut remarquer au niveau des lunes d'Uranus et qui n'est pas présente au niveau des lunes de Saturne, Jupiter ou alors Mars. C'est que ces satellites naturels ont tous des noms de personnages de contes, alors que tous ceux qui ont été évoqués dans les vidéos précédentes ont des noms de divinités grecques ou romaines. Mais vous allez me demander, pourquoi cela? Eh bien parce qu'à l'époque des Romains et des Grecs, on n'avait pas d'instrument assez puissant pour regarder Uranus. Et donc on l'a découverte environ dans les zones du 19e, 20e siècle. Et donc c'est pour ça qu'on a donné des noms un peu plus modernes. Et vous allez le voir, cette caractéristique sera dans les 2 prochaines vidéos sur les lunes de Neptune et la lune de Pluton. Passons maintenant à la prochaine lune de cette vidéo, j'ai nommé Umbriel. Donc déjà son diamètre est de 1200 km et sa distance avec Uranus de 270 000 km à l'apoapside. Celle-ci est composée de roches et de glace. Mais celle-ci n'est pas bien connue et les scientifiques supposent que l'existence d'eau y serait impossible. Cependant, de l'eau se trouverait sur la surface d'Umbriel. Mais bon, on ne sait pas si cette eau peut héberger la vie. Contrairement à Titania, Umbriel possède beaucoup de cratères à sa surface, ce qui laisse penser que cette lune est très vieille. Regardez cette image. Voici Umbriel recouvert d'une fine poussière.
Cette poussière proviendrait d'un matériau qui se serait mis en orbite autour d'Uranus. Et ce matériau se serait retrouvé là suite à un impact sur la surface du satellite naturel. Lorsque l'on regarde Ariel, ce que l'on remarque, c'est le cratère Wanda situé au pôle nord de la Lune. Celui-ci est le plus grand cratère du satellite naturel avec 131 km de diamètre. Mais on ne le distingue pas juste à cause de son diamètre, mais également à cause d'un matériel se trouvant à l'intérieur de ce cratère de 10 km de diamètre et réfléchissant la lumière du soleil. Passons maintenant à la dernière lune de cette vidéo, j'ai nommé Ariel. Tout d'abord, son diamètre est de 1200 km. Et la distance qui la sépare d'Uranus est de 200 000 km à l'apogée. Mais bon, qu'a-t-elle de particulier ? Tout d'abord, il faut savoir que Ariel est composé de roches et d'eau. Cet astre est composé de sel et d'ammoniac, ce qui abaisserait la température de gel de la glace. Il est donc très difficile d'obtenir de l'eau sur Ariel. Il existe plusieurs théories quant à la formation de ce satellite naturel. L'une d'entre elles stipule que celle-ci se serait formée à partir du disque d'accrétion de la planète gazeuse. Durant la formation de cette lune, celle-ci aurait subi d'importants impacts qui auraient réchauffé cette lune momentanément. Et durant les années qui ont précédé sa formation, une partie de cette couche s'est refroidie progressivement et une autre est restée chaude. Tout simplement car sous la surface d'Ariel se trouveraient des éléments radioactifs. Il y avait donc un temps pendant lequel les températures d'Ariel différaient énormément. Ce qui a provoqué une expansion du satellite naturel et par la suite la formation de grands canyons à sa surface. Tout ce processus aurait duré environ 200 millions d'années. Bon, bien sûr, on ne connaît pas encore énormément de choses au sujet des lunes d'Uranus, contrairement aux planètes précédentes. Et encore moins au sujet des lunes des planètes encore plus lointaines, mais on en parlera dans les prochains épisodes du Tour des Lunes. Cependant, un programme d'exploration des satellites naturels d'Uranus est envisagé d'ici les années 2020-2023. Car pour le moment, il n'y a que la sonde Voyager 2 qui a survolé ces satellites. Bon, maintenant vous savez que les lunes d'Uranus sont très différentes, qu'elles pourraient héberger la vie, et qu'il y a encore beaucoup de choses à connaître sur ces lunes. Donc voilà, c'est tout pour les lunes d'Uranus, et je vous retrouve dans 2 semaines pour les lunes de Neptune. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, à dans 2 semaines sur Internastre.